Le dernier-né de la CTNBR, le Miss Caraïbes, a été inauguré mardi dernier à Terre de Haut. Retour en images sur les moments forts de la cérémonie. Un mois de novembre 2015 douloureux qui nous rappelle que notre liberté est fragile et qu'il est un devoir républicain tous les 11 novembre, honorer nos morts pour la France et les anciens combattants qui ont défendu la République et ses valeurs. C'est un navire qui fait 24,60 m de long, longueur en tout, et 8 mètres de large, qui a une capacité de 130 passagers actuellement, et donc très prochainement, qui va être augmenté en pouvant accueillir des passagers sur le pont supérieur, ce qui n'est pas le cas actuellement, pas par rapport au problème de structure ni un problème, c'est juste que c'est un bateau qui a été prévu pour le froid, les pays froids, donc il n'avait pas nécessité de faire mettre les passagers au pont supérieur, donc ils ont tout concentré vers le bas. Mais nous, dans notre activité, il est impératif qu'on ait des passagers sur le pont supérieur, ce qu'on appelle le pont soleil, pour nos visiteurs, nos touristes qui viennent prendre un petit peu de soleil, un peu de chaleur chez nous. Je suis Raoul Lier, gérant de la compagnie CTMDR, créée en 1982 par Adolphe Lier, qui naviguait déjà pour son propre compte avec d'autres vedettes. Et puis en 1982, il a créé la CTMDR. Malheureusement, il n'est plus parmi nous depuis 2 ans et demi. Et donc je suis devenu le gérant et donc on essaie de faire les choses avancer. Mais c'est aussi ce projet est le sien, puisqu'il avait déjà démarré avec moi et mon frère sur ce projet. Donc mon frère qui vient de Métropole, qui est porteur du projet, puisque c'est lui qui a tout fait là-bas, tout ce qui est administratif. Et donc voilà, c'est un bateau qui va desservir en Trois-Rivières, les Saintes cette fois. Les Saintes, quand je dis les Saintes, c'est pas uniquement Terre de Haut et avec ses petites îles aux alentours, mais c'est Terre de Haut et Terre de Bas. Donc c'est un bateau qui prendra départ de Terre de Bas et qui fera escale à Terre de Haut. Donc voilà, les horaires sont communiqués très prochainement. Donc là, je pense qu'on le mettra en service sur la ligne normale avec nos horaires habituels et dans le courant du mois, il prendra ses horaires prévus, c'est-à-dire des départs plutôt de Trois-Rivières et des retours en milieu de journée, ce qui était le projet même avant ce qui a été créé très récemment, puisque c'est un projet qui date de 4 ans.
Depuis 1789, c'est la soif insatiable de liberté qui guide le peuple français dans les pires moments de son histoire. La patrie qui garantit nos droits fondamentaux fait appel à ses enfants quand elle est en danger. Nombreux sont ceux qui, par conscription ou engagement, ont répondu à cet appel depuis plus de 2 siècles. Novembre, et plus particulièrement les cérémonies du 11, sont l'occasion d'honorer la mémoire de tous ceux sans qui nous ne serions pas libres aujourd'hui. L'occasion pour nous de rappeler que les saintes ont aussi donné le sang de ses enfants pour la nation. Cette semaine, rencontre avec Robert, engagé de Terre de Haut, la semaine prochaine avec Casimir, conscrit de Terre de Bas. 2 histoires différentes, comme elles l'ont toutes été en ces périodes de guerre, mais une identité unique. Ils ont servi la France et ses couleurs. Robert Joulieu, donc né à Terre de Haut en 1935, et puis voilà, de parents donc modestes à Terre de Haut. Tous les parents donc sont d'origine de Terre de Haut. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même, compte tenu des circonstances, pour avoir une pensée pour tous les gens qui sont tombés dans cette guerre donc, de 14-18 et surtout donc adresser aux parents enfin toutes mes condoléances, parce que je pense qu'à une guerre comme celle-ci, tous les hommes qui sont tombés, donc pour la liberté que nous avons actuellement, je crois qu'il faut, ça mérite donc de les saluer. Voilà. En 1954, je suis parti à l'aventure, et puisque sur l'île, il n'y avait pas tellement de possibilités pour l'avenir des jeunes, et donc il fallait partir à l'extérieur. Surtout à cette époque-là, c'était plus Terre de Haut de maintenant, puisque il n'y avait pas de tourisme, il n'y avait pas donc de développement engagé, et les jeunes n'avaient pas leur place ici, sauf se lancer dans le métier de la mer. Et il y avait des affiches qui étaient un peu partout donc en Guadeloupe, et devant la gendarmerie, je me rappelle, devant la gendarmerie, il y avait cette affiche-là, un parachutiste avec un pistolet à la main, et qui disait « La gloire, la bagarre ». Et puis ça m'a frappé, et je me suis engagé. Et c'est de là donc que j'ai quitté, malgré les parents, évidemment, parce qu'à cette époque, les parents ne voulaient pas se séparer des enfants. J'ai dû tout seul me battre et faire comprendre aux parents que, bon, je ne pouvais pas rester sur place, et il fallait donc trouver une issue pour l'avenir. Parce qu'être jeune, hein, il faut donc voir l'avenir. Voilà. Et donc je me suis engagé pour servir en Indochine en 1954. Malheureusement, c'est à cette époque-là que l'Indochine s'est arrêtée, et j'ai maintenu quand même mon engagement, et j'ai choisi donc les parachutistes. J'ai fait donc une préparation en école. Ma formation a commencé donc depuis la Guadeloupe, au camp militaire de Saint-Claude. Je me suis mis à l'esprit l'aventure.
il fallait partir à l'aventure. Et donc, avec les documents militaires que j'avais lus, ça me gênait pas. Hein. Et quand je suis arrivé donc en métropole, j'étais déjà sous la coupole de l'armée. Et puis, à l'arrivée du bateau, parce qu'à cette époque, c'était le bateau qui faisait la ligne, il n'y avait pas d'avion. C'était donc, je me rappelle, Colombie et Antilles. Et c'était les deux bateaux qui faisaient la ligne. Et moi, donc Antilles, j'avais pris Antilles et qui m'avait déposé au Havre. Et le Havre, j'ai pris le train, Paris et Paris, Mont-de-Marsan. Voilà. Et à Mont-de-Marsan, donc je me suis retrouvé dans une école donc, de parachutistes avec tous les anciens et qui retournaient donc d'Indochine et qui étaient là. Et il a fallu, alors là, ça a été ma plus grosse, ma première difficulté. Ma première difficulté, ça a été de me retrouver dans un milieu où, il fallait donc m'intégrer, puisque c'est un milieu de formation, d'école, et avec des anciens mais qui excusez-moi l'expression, mais qui s'en foutaient un peu de tout, parce qu'ils allaient quitter l'armée. Ce sont des anciens qui revenaient d'Indochine. Alors, aux messes, souvent, ça se terminait par des coups de pistolet dans le bar, etc. Il y a un tas d'exemples comme ça, mais pour dire que moi, j'étais tout jeune. J'avais donc 20 ans à cette époque, et il fallait donc résister. Et ça a été donc mes premières épreuves. Voilà. Et puis maintenant, donc, je me suis intégré facilement. Et donc après Mont-de-Marsan, où j'ai été donc breveté parachutiste, et j'ai été donc à Bayonne et à Montlouis, dans les Pyrénées, en formation, voilà, à Saint-Mandrier, tout ça. Donc j'ai fait une très bonne formation de commando parachutiste, et à partir de ce moment, à la fin, je suis parti en Algérie. Autant que les appelés avaient l'appréhension, autant que les parents étaient inquiets que leurs enfants allaient en Algérie, parce que quand on allait, donc c'était le territoire de la guerre, et les parents étaient inquiets, même les jeunes étaient inquiets. Moi, ce n'était pas le cas, parce que je ne me souviens pas, tout au moins, que ça soit le cas. Et j'avais donc en moi un élan pour partir à l'aventure. Et pour moi, ça faisait partie de cette aventure. Hein, parce que déjà, au départ, j'étais parti pour aller en Indochine. Et pour moi, l'Indochine, c'était encore une autre guerre. C'était une étape beaucoup plus importante. Parce que l'Indochine, tout le monde sait que ça n'a pas été facile. Et à cette époque-là, en 1954, c'était la guerre de Bien Bien Phu, avec des morts, et surtout des parachutistes qui tombaient, parce que le moment était venu pour que l'Indochine soit libérée. Et à partir de ce moment, ça n'a pas été le cas. Et pour moi, donc, ça ne m'a pas inquiété du tout de partir en Algérie. J'avais peut-être même envie d'y aller. Et c'est pour ça, donc, j'ai été embarqué donc, sur un paquebot à Marseille. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du paquebot, mais l'embarquement se faisait à Marseille en 1958. Et donc débarquement à Alger, et à partir de ce moment, ma division, mon régiment était à Blida, près de Castiglione. Il y avait donc les compagnies qui étaient réparties. Il y avait une compagnie à Castiglione, une compagnie à Coléa, et puis le PC se trouvait à Blida. Et puis à Sidi Ferruche aussi, il y avait et bien sûr Alger. Il y avait tout ce secteur-là qui était occupé par les parachutistes. Et à partir de ce moment, moi, j'étais donc à Blida. Et à partir de Blida, c'est là qu'on partait donc un peu dans le Jebel, suivant les renseignements qu'il y avait, suivant la demande.
on était toujours héliportés dans les coins, dans des coins difficiles et surtout dans des coins à conquérir. Après mes formations et puis l'école, j'ai eu je suis monté en grade et à partir de ce moment, j'étais responsable des jeunes qui venaient de métropole. Simplement, des jeunes, après 2 mois de formation, on les envoyait en Algérie. Et puis, je les retrouvais dans ma section et à partir de ce moment, c'était à moi de jouer un rôle de protecteur, mais en plus de formateur. Voilà. Et c'est pour ça donc qu'en Algérie, on a eu beaucoup plus de pertes que si on était donc engagé ailleurs, parce que c'était désappelé, on envoyait. Voilà. Les officiers qui sortaient d'école, qui étaient donc appelés et qui rentraient à près de Quidan ou Saint-Mexan, on nous les envoyait, disons 6 mois après, mais ils revenaient de l'école. Et revenant de l'école, on ne connaissait rien sur le terrain. Et nous, on avait la responsabilité, comme nous, on était dégradés par le rang, on connaissait déjà, on avait donc une autre formation. On était chargé de les former dans les premiers jours, les premières semaines ou les premiers mois de leur arrivée sur le territoire de l'Algérie. La guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, d'ailleurs, ça se tient. Ce sont des guerres de maintien d'ordre. Il faut savoir que la guerre d'Algérie, on l'appelait la guerre d'Algérie, mais ce n'était pas une guerre classique. C'était une guerre de maintien d'ordre où on ne savait pas, quand on était sur le terrain, comment ça allait se passer. Il y avait à peu près 5000 félagas dans le Djebel qui, à tout moment, faisaient des dégâts. Qui détruisaient les fermes, qui donc déposaient des bombes, etc. Et que nous, on était chargés de rechercher et d'éliminer. Ce sont des gens qui s'installaient en embuscade et que quand nous, on arrivait, on était donc surpris parce que ces gens-là occupaient le terrain et qu'on n'était pas en mesure de les voir avant. Et c'était un combat très difficile. Au départ, c'était la surprise. C'était c'est l'élément essentiel de cette guerre, c'était la surprise. Et puis, marcher dans le Djebel, on avait souvent la fatigue, le découragement, parce qu'on marchait jour et nuit pendant des semaines, on ne trouvait personne. À un moment donné, on les trouvait. Puis alors là, c'était là qu'on n'était presque pas en mesure de résister complètement, parce qu'on était fatigué et le milieu, ces gens-là donc choisissaient le milieu pour mieux nous contrer et puis pour mieux s'embusquer. On n'avait que les hélicoptères comme moyen technique. On n'avait pas de canon, on n'avait pas de... Bon, il y avait les mortiers, les mitrailleuses, c'était tout. Il fallait se tirer d'affaire avec les petits moyens qu'on avait. Souvent, on encerclait à peu près 500, 600 ou 1000 félagas. Et ils étaient coincés, prisonniers, si on peut dire. Et puis on nous ordonnait de les relâcher. Pourquoi? Parce que ça faisait, comme ce n'était pas une guerre, ça faisait un peu trop. Et ça pouvait choquer l'opinion mondiale. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on retournait donc d'opération, il fallait donc faire un rapport pour noter, signaler tout ce qu'on a pu faire et pourquoi il y a eu des morts. La gendarmerie enquête pour savoir pourquoi il y a eu tant de morts, etc. C'est pour ça que je vous dis, la guerre d'Algérie a été assez particulière. À Noël, où on devait rentrer pour faire Noël en base arrière, et évidemment, tout le monde était content, on était en convoi, ils chantaient déjà, on avait même prévu pas mal de choses, et au retour, on a eu une embuscade. Et on a eu des morts, et des camions brûlés, etc. Et ce Noël,
On l'a vu 6 mois après. Est-ce qu'on n'est pas rentré, on est reparti en opération pour régler ce problème. Je suis retourné d'Algérie en 62, j'ai fait 58 à 62, et de 62, maintenant je suis reparti tout de suite vers l'Afrique, où ce qui s'est passé pour le Mali, pour les autres pays d'Afrique, nous aussi on l'a fait avant. On l'a fait pour le Gabon, on l'a fait pour le Congo, on l'a fait pour le Tchad, on l'a fait pour presque tous les pays d'Afrique où on a mis de l'ordre. Quand je suis revenu, et il y a donc certaines personnes qui disaient « mais c'est qui c'est ce Mexicain ?» et qui est chez Madame Intel, donc ma maman. Les anciens me connaissaient comme enfant, voilà, comme jeune partant, et les autres, bon, ne me connaissaient pas. Hein. Il y en a pas mal qui ne me connaissaient pas. J'ai pris ma retraite en 71, et après une période sportive. Au retour d'Afrique, j'ai dû donc faire l'école de monitariat, d'instructeur d'État, etc., parachutiste. Et j'ai fait donc la compétition, les championnats, tout ça. Merci pour votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les5trésors.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.